tous ceux qui nous regardent. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre série sur la santé. Je suis accompagnée de Dr Boutrin. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et je suis ravie de t'avoir. Est-ce que tu peux nous en Indy. dire plus sur toi? Ok, merci Indy de m'avoir sur ce plateau. Je suis Dr Marie-Claire Boutrin. Je suis professeure en biologie aux États-Unis. Je fais de la recherche sur les disparités au niveau de la santé, surtout la santé des Noirs. Et aussi, je fais de la recherche au niveau génétique et au niveau de la microbiologie aussi également. D'accord. Voilà. Très intéressant tout ça. Et donc, quel est ton parcours? Comment tu en es arrivée là? Alors, mon parcours a été assez intéressant. Alors, j'ai commencé à étudier à Paris. Je voulais faire, j'ai un BTS en sciences biologiques, c'est-à-dire que je sais comment analyser, faire les tests au niveau du laboratoire. Donc, quand les gens vont au laboratoire pour faire des tests, je sais comment lire, interpréter les résultats au niveau clinique. Après ça, j'ai fait une licence en sciences biomédicales, j'ai fait une maîtrise en parasitologie moléculaire. Après ça, j'ai fait un doctorat. Wow. Et après ça, j'ai fait une deuxième maîtrise en santé publique internationale. Et voilà, j'enseigne et je fais de la recherche. Et j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. D'accord. Énormément. Donc, tu es professeur de biologie? Oui, on fait biologie, je fais de la recherche aussi et je fais aussi de la microbiologie, parasitologie. D'accord. Et aussi au niveau génétique et moléculaire. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé des jeunes. Donc nous allons surtout parler des disparités entre les jeunes, les moins jeunes, donc les adultes, les hommes, les femmes. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces disparités? Oui, absolument. Alors, au niveau des disparités, au niveau français, on parle au niveau français, oui? Bien sûr. OK. Au niveau français, selon les études nationales qui ont été faites, je crois la dernière a été faite en 2021, les résultats, il y a des disparités au niveau hommes et femmes. Bon, ce n'est pas trop surprenant parce que, vu les métiers, les tendances au niveau des hommes et des femmes, on sait qu'au niveau des métiers, les hommes, les types de métiers sont plus physiques. Oui. Donc, il y aura un petit peu plus d'efforts musculaires. Au niveau de la santé, il y aura plus d'efforts à fournir. Donc, comme on dit, c'est un petit peu comme les voitures. Hein. Le plus on conduit les voitures, eh bien, il y aura aussi au niveau de l'usure aussi, les choses vont se passer. Donc les hommes à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi dire aussi que les études ont montré que les hommes, ils n'aiment pas trop aller voir les médecins. C'est sûr. Les femmes sont un petit peu plus au niveau émotionnel, au niveau de la manière dont elles réfléchissent. Elles vont dire, OK, bon, je vais faire attention, je vais aller voir mon médecin. J'ai mal, ça fait 3 jours, voire moins que ça, je vais y aller. Voilà. On va vérifier qu'est-ce qui se passe, peut-être que, OK. Voilà. Les femmes sont un petit peu plus, elles vont un petit peu plus être à l'écoute de leur corps, de ce qui se passe, vont faire attention. Les hommes, c'est un petit peu, ah oui, j'ai mal, mais ça va passer. Alors, au fur et à mesure, bon, quand il y a des années que ça dure, des problèmes, bon, ben, à un moment, les effets négatifs, ils vont apparaître. Et c'est pour ça que les hommes, en général, ils ont une espérance de vie qui est un petit peu, plus courte que celle des femmes. D'accord. Je crois que les hommes, c'est 84 ans et les femmes, c'est 88 ans. D'accord. Voilà. C'est quand même 4 ans de différence. Voilà. OK. Et donc, ensuite, il y a des disparités entre les hommes et les femmes, des disparités peut-être de classe sociale? Exactement. Voilà, très bien. Il y a aussi des disparités au niveau de la classe sociale. Donc, les disparités entre les hommes et les femmes se projettent aussi à travers les classes sociales, mais les classes sociales, entre les classes sociales, il y a aussi des disparités. Donc, par exemple, chez les ouvriers, les femmes, même si leur longévité est plus longue, il y aura quand même un écart de 7 ans
de 4 ans entre les femmes qui sont ouvrières comparées à celles qui ont, par exemple, qui sont cadres. Au niveau des hommes, il y aura 7 ans de différence entre les hommes qui ont des métiers, enfin, genre des ouvriers comparés aux cadres. Donc, quand même, on voit quand même qu'il y a une différence. D'accord. La différence est quand même non négligeable. C'est pas une année, c'est pas 2 années, c'est plusieurs années. Voilà. Et ça, c'est comme on dit, c'est une disparité moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être une disparité plus prononcée que d'autres. D'accord. OK. Donc, j'aimerais aussi te poser comme question, est-ce que tu as des chiffres qui prouvent que les hommes ont des comportements plus dangereux, des comportements à risque plus que les femmes? Est-ce que tu as ça? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais, au niveau général, on sait que la tendance, les chiffres, les tendances statistiques, c'est les hommes sont vraiment, ils n'aiment pas trop voir les médecins. Ils n'aiment pas voir les médecins. Donc, c'est de là que tout part. Voilà, parce que surtout au niveau du dépistage des cancers et aussi des maladies chroniques. Ça, comme on dit, c'est très important. Au niveau des cancers, lorsque le dépistage ou le diagnostic se fait le plus tôt possible, il y a de meilleures chances de traiter le cancer et une meilleure rémission. Voilà. Quand ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire, on réalise qu'il y a un cancer, par exemple, au premier stade comparé au 4e stade, qui est en général le dernier, où le cancer s'est propagé, ben, les chances de survie sont beaucoup plus réduites. D'accord. Tu parles de propagation de cancer. Comment un cancer se propage dans le corps? Comment il arrive dans le corps? Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il est déjà là? Et comment il se propage? Est-ce qu'il se propage, je ne sais pas, par l'air? Comment ça se passe? Alors, le processus du cancer, c'est quand même, ça prend du temps. Bon, ça dépend des cancers. En général, les cellules cancéreuses, comme on dit, les aspects fondamentaux des cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui se reproduisent beaucoup plus rapidement que les autres. Normalement, nos cellules, il y a un système de régulation. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gènes. Il y a des gènes au niveau génétique, il y a des gènes qui vont supprimer certaines caractéristiques de la cellule. Si les cellules vont commencer à se reproduire trop rapidement, il y a certains gènes qui vont être activés pour pouvoir, comment dire, réguler. C'est OK, trop rapide, on va arrêter ça, on va mettre les choses au rythme normal. D'accord, donc notre corps produit déjà, on va dire, des cellules cancéreuses, mais qui sont régulées, si j'ai bien compris. Les cellules cancéreuses sont un petit peu, elles vont se modifier un petit peu plus loin que nos cellules normales. Elles vont au niveau, ça dépend du stage du développement. D'accord. De leur cycle. Voilà. C'est-à-dire qu'avant qu'elles soient vraiment, qu'elles montrent tous les aspects moléculaires d'une cellule cancéreuse, il y aura certains stages de développement. Et ce que le corps fait, au fur et à mesure, dès qu'il se rend compte qu'il y a un problème, il va essayer de contrecarrer. Voilà. Maintenant, si le corps ne peut pas faire ça pour différentes raisons, c'est-à-dire, par exemple, quand on est stressé, le corps développe un environnement qui est différent, un environnement qui devient beaucoup plus acide, c'est-à-dire que le corps, normalement, le pH, normalement, du corps, c'est 7,4. OK. Le stress ou alors certains régimes alimentaires changent ce pH, rendent les choses du côté acide. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de réactions moléculaires qui se passent. Donc, notre corps est plus actif. Pas plus actif, mais beaucoup plus acide. Donc, certains, comment dire ça? Il y a au niveau de certaines réactions moléculaires,
au niveau de l'oxygène, il y aura plus de molécules qui vont être réactives avec certaines autres parce qu'elles ont beaucoup plus d'oxygène, des atomes d'oxygène qui sont beaucoup plus réactifs et ça va engendrer des modifications moléculaires. OK. Des changements et ça va par exemple changer les structures au niveau des protéines, de l'ADN et ça peut commencer un petit peu à aller sur le côté du développement du cancer. D'accord. Et voilà, alors surtout quand on arrive au niveau de l'ADN, des modifications sur l'ADN, ça va causer des changements au niveau de l'expression des gènes. Et certains gènes sont exprimés pour pouvoir réguler les réactions moléculaires et certains, vont activer d'autres réactions moléculaires. Donc, selon les gènes qui sont supprimés, c'est-à-dire l'expression qui est supprimée ou activée, ça va engager ou désengager le processus de développement cancérigène. D'accord. Donc, c'est tout un... Ah oui, c'est très... Donc, c'est un mécanisme. Voilà, c'est un mécanisme au niveau moléculaire. Mais ce qui se passe au niveau moléculaire, c'est aussi influencé par ce qui se passe dans notre environnement. Par exemple, si tu es stressé, je ne parle pas de stress temporaire, je parle de stress chronique. OK, donc pendant une autre période. Voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans ma famille, il y a du stress prolongé. Ma mère est très malade pendant 6 mois. Je suis très stressée pendant ces 6 mois-là. Mon corps va commencer à développer un environnement qui sera favorable aux changements moléculaires dont je t'ai parlé, qui vont commencer, l'expression génétique va commencer à changer. Il y aura aussi ce qu'on appelle le phénomène épigénétique, où il y aura certains marqueurs qui vont se placer sur l'ADN, qui vont aussi influencer l'expression génétique. D'accord. Et tout ça, ça va influencer, OK, les cellules seront régulées normalement ou pas? Est-ce que certains gènes vont être exprimés ou pas. Et au niveau moléculaire, on sait que tout commence avec l'ADN, c'est-à-dire les gènes qui sont sur l'ADN, quand ils sont exprimés, ça va engendrer, ils vont être exprimés en ARN. Après l'ARN, on va aboutir aux protéines et les protéines sont très engagées dans les réactions moléculaires. Oui, elles sont très importantes. Voilà. Donc, si j'ai des gènes qui ne sont pas exprimés en protéines, voilà, on ne pourra pas faire des protéines qui vont réguler certaines réactions chimiques. Et à ce moment-là, c'est là qu'on commence vraiment à, comme on dit, avoir un effet boule de neige. OK. Donc, ça commence tout petit. Ça peut être juste une mauvaise nouvelle. Et ça devient tout un problème. Voilà. Quand on commence à... Le corps, c'est une merveille. Oui. C'est une merveille, mais c'est une merveille qui est aussi assez sensible. Et par rapport à cela, Dieu nous a vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'il a mis tout en place pour que tout soit fait dans un système d'équilibre. Maintenant, quand il y a des choses qui changent, soit au niveau du stress, de l'alimentation, de l'exercice physique, à ce moment-là, ça va un petit peu changer cet état d'équilibre. Et à ce moment-là, il y aura aussi des conséquences qui vont se manifester au niveau moléculaire. Et tout commence au niveau moléculaire. Si au niveau moléculaire, il y a des changements qui sont vraiment importants, il y aura aussi des répercussions au niveau des cellules, parce que tout se passe dans les cellules. Les cellules ensemble forment les tissus. Les tissus ensemble forment les organes et les organes fonctionnent dans un système. Et donc, si on commence à être déficient à l'échelle moléculaire, ça va aussi être une déficience au niveau cellulaire, au niveau des tissus et au niveau des organes. Et à ce moment-là, on va voir les pathologies se développer au niveau des organes. D'accord. OK. Donc, maintenant, j'ai une autre question. On a un peu évoqué les maladies chroniques. Donc, comment une maladie chronique apparaît? Quels sont les facteurs de risque d'une maladie chronique? OK. Alors, il y a plusieurs maladies chroniques. Donc, les systèmes vont être un petit peu différents selon la maladie chronique. Donc, si on prend par exemple, allons dire le diabète. OK. C'est une maladie chronique. Bon,
je vais faire attention parce qu'il y a deux types de diabète. Je parle du deuxième type de diabète. Alors, il y a deux types. Il y a type 1 et type 2. Type 1, c'est le diabète, la source, enfin, la source, et c'est une maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait par rapport à mon alimentation. C'est juste que mon système immunitaire réagit contre mes cellules pancréatiques. Oui. Et en général, le type 1 au niveau du diabète se manifeste beaucoup plus tôt. Donc, c'est surtout le diabète que l'on voit chez les enfants, les adolescents. Voilà. Donc, et ça, bon, ça, c'est pas quelque chose, c'est pas parce que j'ai bu trop de soda ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est l'organisme, le système immunitaire qui réagit fortement contre les cellules pancréatiques qui font l'hormone l'insuline. Et l'insuline, quand elle est faite, ou libérée dans l'organisme, dans le sang, elle influence les cellules à absorber le glucose qui est dans le sang, surtout après la digestion d'aliments, surtout riches en sucre, en sucre ou en glucides. Donc ça, c'est le premier type. Moi, je parle surtout chronique, c'est le deuxième type de diabète. Et ce diabète-là se manifeste beaucoup plus tard. C'est surtout le diabète des adultes qui sont un petit peu... bon, ça dépend de l'année à laquelle l'adulte a commencé à s'alimenter d'une manière qui ne soit pas trop saine. Donc. Surtout influencé par les habitudes alimentaires. Voilà, c'est l'habitude alimentaire, aussi le régime de vie, c'est-à-dire est-ce que je fais assez de sport, est-ce que je mange trop de sucre, est-ce que je mange trop de mauvaises graisses. Comment je gère mon stress. Voilà, comment je gère mon stress. Voilà, le stress est très important parce que le stress aussi... Quand quelqu'un est stressé au niveau chronique, il y a aussi l'hormone qui s'appelle le cortisol. Oui. Et le cortisol aussi influence l'efficacité de la réponse que les cellules ont par rapport à l'insuline. OK. Donc, elle peut, comment dire, peut-être annuler la réponse des organes à l'insuline, par exemple? Le cortisol lui-même, enfin, c'est pas que le cortisol va arrêter, mais c'est-à-dire qu'il y aura certains acheminements moléculaires d'autres systèmes avec d'autres hormones qui vont aussi entrer en jeu. Et l'effet total sera qu'il y aura, des fois, il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, les personnes qui ont le deuxième type de diabète, elles produisent l'insuline, mais il y a un problème au niveau de la fonction de l'insuline, parce que l'insuline, c'est une hormone, et les cellules qui répondent ou alors qui sont sensibles à l'insuline, elles ont des récepteurs. Oui. Maintenant, c'est pas qu'il y a un problème qui se passe au niveau des récepteurs. L'insuline et la réaction, le message entre l'affinité entre l'insuline et les récepteurs, elle est perturbée, ou alors la réponse même à l'insuline aussi est perturbée. Et ça peut être à travers d'autres hormones qui entrent en jeu, qui sont produites par le tissu adipeux, ou alors d'autres systèmes moléculaires. Et, comme on dit, l'affinité, la dynamique qu'on a entre l'insuline et les récepteurs et les cellules, comment elles répondent à l'insuline, c'est pas pareil, ça change. Donc, à ce moment-là, le problème, c'est qu'au lieu que le glucose qui est dans le sang soit absorbé par les cellules pour pouvoir produire l'énergie, voilà, donc réduire le taux de glucose dans le sang, et bien le glucose, il reste dans le sang. Donc, il reste là en train de tourner dans le sang, l'excès, et ça, c'est pas bon. Donc, j'ai déjà entendu dire que le fait qu'il y ait beaucoup de glucose dans le sang, ça abîme les vaisseaux sanguins. Ça contribue à la détérioration. Alors, il y a aussi des fois... Alors, oui, parce que le glucose n'est pas fait pour rester dans le sang. Le corps est fait de manière à ce que le système que Dieu a créé, c'est-à-dire avec l'hormone, l'insuline, c'est comme si c'est un message
qui est transmis aux cellules pour dire « Hey, il y a du glucose dans le sang, il y a beaucoup de glucose, il y a trop de glucose dans le sang. » Venez faire quelque chose. Voilà, il faut absorber un petit peu parce que là, parce que dans le sang, normalement, il faut un taux minimum de glucose. Parce que sinon, on va entrer dans l'hypoglycémie. Ça, on ne veut pas non plus entrer dans ça parce qu'à ce moment-là, quand on est hypoglycémique, on n'a pas assez. Donc, les cellules ont besoin de glucose pour pouvoir travailler. Oui. C'est comme si... Notamment le cerveau. Voilà, le cerveau. Donc, quand il y a l'hypoglycémie, il y a une carence, quoi. Oui. Il faut un minimum de glucose. Donc, et puis à ce moment-là, bon, si les gens n'ont pas assez de glucose, bon, là, ils commencent un petit peu à être un petit peu végétatifs. Voilà, et puis des fois, ils peuvent même tomber dans les pommes ou s'évanouir. Donc, mais non plus, on ne veut pas tomber dans l'hyperglycémie. Donc, l'hyperglycémie, c'est un petit peu le diabète. Okay. C'est l'hyperglycémie chronique. D'accord. C'est-à-dire que tout le temps, dans le sang, il y a beaucoup de glucose. Il y a trop de glucose. Donc, à ce moment-là, non seulement il y a trop de glucose dans le sang, mais aussi les cellules qui sont faites pour pouvoir travailler avec le glucose, parce que le glucose, en fait, c'est le meilleur... comment dire ça? C'est la meilleure molécule qui est utilisée par les cellules pour pouvoir fabriquer l'énergie pour... on appelle ça, en anglais, c'est l'ATP. Oui, c'est le même nom en français. C'est le même nom, l'ATP, voilà. Donc, pour pouvoir faire l'énergie, c'est le glucose que les cellules favorisent. C'est le meilleur, comment on dit, carburant. Ah, OK. Oui. Si je peux utiliser comme ça, parce que bon, c'est le métabolisme. Donc, maintenant, si les cellules ne peuvent pas utiliser le glucose, voilà le glucose, elles vont essayer, c'est bon, il faut quand même que je fasse de l'énergie. Donc, je vais aller où pour pouvoir faire l'énergie? Donc, à ce moment-là, comme on voit chez les diabétiques qui ne sont pas trop bien suivis, ils vont commencer à perdre du poids. OK. Et le poids, c'est relié à la perte du tissu adipeux, des graisses, mais aussi des muscles. Donc, les cellules ne pouvant pas utiliser le glucose, elles vont commencer à puiser dans les graisses. OK. Et à ce moment-là, quand on puise dans les graisses en continu, eh bien, on va commencer à perdre la graisse, donc on va perdre du poids. Et aussi, les cellules vont commencer à puiser dans le tissu, dans les muscles, pour pouvoir prendre les protéines, parce que ce sont des molécules qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir produire de l'énergie. Okay. Donc, on va voir que les diabétiques vont commencer à perdre du poids. Ils vont perdre de la graisse, ils vont perdre au niveau des muscles aussi. Et puis aussi, les diabétiques vont aussi avoir du glucose dans l'urine. OK. Ce qui n'est pas normal. C'est un symptôme. Voilà, ce sont les symptômes. Et le glucose dans l'urine, ce n'est pas normal. Donc, c'est pour ça, en général, quand les médecins ils ont une suspicion que quelqu'un peut être diabétique, ils vont demander à faire un test urinaire, surtout la première urine, pour voir s'il y a du glucose dans l'urine. Et ça, en général, c'est un signe qui est assez indicatif qu'il y a un diabète. OK, donc si je récapitule, donc, les maladies chroniques sont favorisées par le mode de vie, les habitudes alimentaires, l'exercice physique, le stress. Et si on prend comme exemple une maladie chronique, on a le diabète. Voilà, mais il y a aussi d'autres maladies chroniques, il y a aussi les maladies cardiovasculaires, il y a plus, bon, là il y a plusieurs maladies chroniques. Donc, tout est basé sur les fonctions normales du corps. C'est-à-dire, le corps est bâti d'une manière. Et par exemple, j'ai pris l'exemple de la régulation du taux de glucose dans le sang. Donc, à partir de ça, quand il y a un problème à ce niveau-là, on va développer quelque chose comme le diabète. Okay. Bon, pour les maladies cardiovasculaires, bon, ça dépend si c'est le cœur, si c'est les vaisseaux sanguins. Donc, si c'est le cœur, qu'est-ce qui empêche au cœur d'exercer sa fonction? Le cœur, c'est une pompe. Oui. Il y a deux côtés, voilà, distribue le sang. Donc, le côté droit, c'est la pompe pour amener le sang vers les poumons pour que le sang puisse être oxygéné.
Et le côté gauche, c'est pour, une fois que le sang est oxygéné, pour pouvoir envoyer le sang dans le reste du corps pour donner de l'oxygène aux cellules. Donc, s'il y a un problème au niveau du tissu cardiaque, où les contractions ne sont plus possibles comme ça devrait être, bon, il y aura aussi un problème. Au niveau des vaisseaux sanguins, si les vaisseaux sanguins commencent à être bouchés, avec des dépôts au niveau de graisse, ou les choses comme l'athérosclérose, donc ça peut aussi contribuer à d'autres maladies chroniques. Est-ce qu'il existe des façons de guérir ou en tout cas d'atténuer les symptômes des maladies chroniques? Par exemple, pour l'athérosclérose, tu as dit que les vaisseaux sanguins, ils sont réduits, le diamètre il est réduit. Est-ce qu'il y a des façons de rendre ce diamètre un peu plus grand? Ah, OK. Donc, tu me demandes... OK, donc... au niveau de l'athérosclérose, bon, au début, il y a des dépôts de matière grasse à l'intérieur même du vaisseau sanguin. Et après ça, il y a aussi les cellules du système immunitaire qui vont un petit peu devenir inflammatoires, qui vont commencer des réactions. Et il y aura le calcium qui est dans le sang qui va s'ajouter et qui va durcir. D'accord. Donc, à ce moment-là, on aura une plaque. C'est ce qu'on appelle une plaque d'athérosclérose. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à retirer parce qu'il faut gratter. Parce que c'est dans le vaisseau sanguin. Voilà, parce que le calcium solidifie, donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je dirais, la meilleure chose, c'est d'éviter d'arriver au stade de l'athérosclérose. D'arriver jusqu'à là, d'accord. Donc, il faudra vraiment se préoccuper du régime alimentaire. Le type de graisse, surtout pas trop de graisse animale, et aussi, parce qu'il y a de bonnes graisses, il y a des mauvaises graisses. Et comme on dit, donc il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Donc, il faut savoir manger les choses qui sont bonnes pour nous. Voilà. D'accord. Donc, je veux aussi rappeler à tous ceux qui nous regardent qui peuvent nous envoyer leurs questions à l'adresse email 3abn français @3abn.org. Donc, je répète 3abn français @3abn.org et Madame Boutrin, Docteur Boutrin, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je veux aussi vous parler de notre prochaine émission. Donc, nous allons parler cette fois-ci des cellules, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien oui, on va, comme je t'ai expliqué un petit peu, on a un petit peu parlé de ça. Au niveau biologique, on commence avec les cellules. Okay. Et à partir des cellules, on bâtit les tissus. Des tissus, on commence à former les organes et tout ça. Donc, on va un petit peu parler des cellules, des différents types de cellules, des différents types de tissus. Et on va, au fur et à mesure, parler des différents organes et des systèmes. Les systèmes des organes, comment les organes travaillent ensemble pour pouvoir maintenir ce qu'on appelle l'homéostase, qui est vraiment l'équilibre physiologique que l'on veut. Voilà. D'accord. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour cette prochaine émission. Et je remercie Dr Boutrin d'être avec nous. Avec plaisir. C'est vraiment, comment dire, génial.